Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je voulais faire intervenir Alexandra qui est coach mindset dans ce podcast parce que déjà, d'une, c'est la première femme à intervenir et de deux, je pense que tu as plein de choses à partager, notamment aux freelance sur comment prendre confiance en soi quand on est freelance. Parce que souvent, il y a souvent un petit souci d'état d'esprit pour aller chercher des missions, trouver plus de clients. Du coup, Alexandra, enchantée. Tu peux te présenter rapidement? C'est un honneur pour moi d'être la première femme sur ce podcast, premièrement. Alors moi, je suis Alexandra, je suis coach de vie pour les femmes. J'accompagne principalement pour les femmes, ça peut être aussi pour les hommes, mais j'accompagne les femmes à gagner en confiance en elles, à pouvoir vivre la vie qu'elles veulent vraiment et pas par rapport à ce que les autres ont choisi pour elles ou par rapport à ce qu'on leur dicte, ce que la société dicte aussi. Et je suis aussi coach mindset pour Clientology. Voilà. Et tu es... et accessoirement, je suis je suis la future femme de Steve. Voilà. Trop cool. Écoute, merci. Super intro. Du coup, qu'est-ce que toi tu vois un petit peu... alors, on n'a pas préparé cet épisode. On a commencé à prendre des notes. On s'est dit c'est un peu trop le fouillis. On va y aller un peu en freestyle. Qu'est-ce que toi tu vois en termes de confiance en soi quand on est freelance, notamment les personnes dans Clientology. Donc, Clientology, c'est mon programme d'accompagnement pour les freelances qui veulent trouver plus de clients. Qu'est-ce qui fait que ça bloque pour un freelance? Qu'est-ce que tu observes en fait pour les freelances? Alors déjà, j'aimerais commencer par refaire la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, parce que je pense que c'est important et finalement c'est lié et surtout qu'on va voir finalement qu'il y a une différence dans le freelance qui a du mal à trouver des clients, qui n'a pas confiance en lui. Finalement, est-ce que c'est vraiment un manque de confiance ou c'est une mauvaise estime de lui-même? Donc en fait, la confiance en soi, ça va être vraiment lié aux capacités. C'est vraiment le fait d'agir, de passer à l'action, c'est le faire. Alors que l'estime de soi, ça va être le être. C'est qui je suis, comment je suis, quelles sont mes valeurs. Voilà, c'est vraiment ça. Pour donner un exemple, du coup, j'aime bien donner l'exemple de la piscine parce que ça parle à tout le monde. Quand une femme notamment va à la piscine, elle peut être totalement en confiance parce qu'elle sait très bien nager, elle a fait de la natation, elle est au top, elle se sent à l'aise dans l'eau, donc pas de souci. Mais par contre, elle a une très mauvaise estime d'elle-même parce qu'elle se sent grosse, parce qu'elle a trop de cellulite, parce qu'elle s'aime pas, parce qu'elle s'accepte pas. Voilà un peu la différence comme ça de la confiance en soi ou de l'estime de soi. Ça peut être aussi, on a totale confiance en soi parce qu'on sait parler anglais. Mais par contre, on a peur du regard de l'autre parce qu'on a une mauvaise estime de soi, donc on va pas oser parler anglais. Donc par exemple, dans le cas des freelances, t'as pas confiance, enfin t'as confiance en toi parce que tu sais que tu sais faire du copywriting, tu sais que tu sais faire l'email marketing, tu sais que tu sais faire du SEO, mais t'as une mauvaise estime de toi parce que tu penses que tu ne sais pas, que t'es pas capable, que t'es pas capable de parler, que t'es pas capable de démarcher une personne. Ouais, c'est ça, totalement ça. Et comment tu règles ce souci finalement de confiance versus estime de toi? Je sais pas, un freelance qui nous écoute, qui a un petit peu de mal par exemple à aller échanger avec ses futurs clients, à déclencher des conversations. Moi j'aime pas dire prospecter, j'aime bien utiliser le mot déclencher des conversations. Quand tu veux déclencher des conversations avec tes potentiels clients, parce que tu sais que tu peux les aider, tu vas sur leur site internet, tu vas dans leur tunnel de vente, tu vas sur leurs réseaux sociaux, tu sais que tu peux les aider parce que tu as les capacités à les aider. Comment faire ce shift de se dire ok, maintenant je sais que je peux l'aider, je vais y aller, même si je ne suis pas absolument en confiance par rapport à, non pas mes compétences, mais mon estime de moi. Je ne sais pas trop si je ne lui apporte pas des résultats, je ne sais pas ce qu'il va penser de moi. Est-ce que, tu vois, souvent, en tout cas moi ce que je vois, c'est les freelances, ils n'osent pas déclencher des conversations, ils n'osent pas aborder leurs prospects, ils ont peur d'être rejetés et il y a pas mal de peurs comme ça. Déjà, le freelance, il va avoir confiance en lui dans le sens où il a confiance en ses compétences. Il sait qu'il est capable, il sait qu'il sait faire telle ou telle chose. Si déjà il n'a pas confiance en lui par rapport à ses compétences, à ce moment-là, alors ce serait de monter en compétence vraiment sur son domaine. La confiance, en fait, ça se travaille en mode t'es mauvais en copywriting, t'as pas confiance en toi là-dessus, tu continues à te former par rapport à ça. Après, c'est une très mauvaise excuse de se dire je vais continuer à me former pendant 50 ans parce que je suis encore pas vraiment sûre de moi. Finalement, en fait, là, tu procrastines et là, c'est un manque d'estime de soi. On n'est plus sur de la confiance en soi. Donc, le problème
de réfléchir à ça seul, c'est que t'as pas une personne qui va venir te titiller, te dire mais pourquoi et qu'est-ce qui fait que t'es comme ça, et finalement tu peux te conforter dans cette place en te disant bah en fait j'ai besoin de continuer à apprendre là-dessus, de continuer à me développer, et c'est là que l'intervention d'un coach peut être hyper intéressante, ou d'une personne lambda qui peut venir te challenger sur ces questions. Ensuite, ce qui va faire que tu n'oses pas aller déclencher une conversation, souvent, bah ouais, ça va être plutôt un manque d'estime de soi. Comme tu le disais, il y a aussi la peur du rejet. Je pense que déjà, le fait de ne pas oser, il faudrait se questionner pourquoi est-ce que je n'ose pas. Ouais. Qu'est-ce qui fait que j'ose pas aller parler à la personne ? Prendre du personne recul en fait, prendre du recul sur ta situation. Moi j'aime bien dire prendre une vue satellite, voir ce qui se passe depuis dessus et un peu se voir à la troisième personne, tu sais. Tu te vois depuis dessus, tu dis ok ça c'est moi, pourquoi je fais ça ? Et moi du coup dans cette étape-là, donc tu es au-dessus de toi, tu regardes la situation et bah tu prends des notes. T'écris. Et déjà, le fait d'écrire... Comment je me sens ? Voilà, comment tu te sens, qu'est-ce qui fait que t'es comme ça, pourquoi est-ce que t'oses pas, de vraiment écrire concrètement, de vraiment rentrer dans les détails, ça va te permettre de conscientiser et de voir vraiment pourquoi est-ce que tu le fais pas. Et peut-être de plus l'accepter et de plus l'admettre. Parce que des fois, de le penser dans ta tête, c'est mental et c'est pas vraiment réel. Là, tu peux y toucher, tu peux y sentir, t'as vraiment ta feuille de papier qui est là et t'as écrit comment t'étais. Donc de prendre du recul sur la situation et de pourquoi je suis comme ça. Et souvent, il va y avoir aussi un manque de connaissance quand même, de connaissance de soi. Ah oui, finalement. C'est vrai. On ne sait pas vraiment qui on est. J'ai réalisé un coaching il y a pas longtemps, clientologie justement, avec une freelance qui en est à ses débuts, je pense quand même. Non, ça fait un petit moment déjà qu'elle... En fait, elle a eu des clients au début, ça marchait très bien. Du jour au lendemain, elle a perdu ses clients et elle s'est retrouvée un petit peu le bec dans l'eau comme ça. Et comme elle n'a jamais appris à chasser, elle n'a jamais appris à trouver des clients, et ben, ça a été hyper difficile pour elle de se remettre dans cette démarche-là. Donc, elle était un petit peu... J'aime bien dire que c'était en fait comme si tu nais dans un zoo, tu es un bébé lion, tu nais dans un zoo, on te donne à manger tous les jours. Et le jour où on te remet dans la jungle, et ben, il faut apprendre, il faut chasser toi-même, donc c'est hyper difficile. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé pour elle. Ok, et donc du coup en fait elle repérait des entreprises avec qui elle voulait travailler, tout ça, mais elle n'osait pas aller leur parler. Pourtant elle avait des compétences. Pourtant elle avait des compétences, elle était calée en copywriting, rédaction elle aussi, donc hyper difficile. Et en fait je lui ai dit bah par exemple pourquoi est-ce que tu aimerais travailler avec telle boîte, c'était une entreprise je crois de boissons qui était dans sa ville et tout, et elle me dit parce que j'aime bien ça, et comment est-ce que tu pourrais te vendre, qu'est-ce que tu as en commun avec cette entreprise? Est-ce que tu connais tes valeurs? Et là, j'ai l'impression d'avoir dit un mot d'extraterrestre. Elle connaissait pas du tout ses valeurs. Et finalement, quand elle m'a listé ses valeurs, elle s'est rendue compte que tout ça, elle pouvait le mettre en avant à son futur client, parce que c'est des choses que le futur client mettait lui aussi en avant dans sa communication, tout ça. Et c'est pas futur client, du coup c'est prospect. Mais, et du coup... elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait plein de choses à lui partager et elle a sauté le pas, elle lui a fait un mail avec beaucoup plus de matière parce que déjà, elle se connaissait mieux, elle savait pourquoi est-ce qu'elle voulait travailler avec ce client. Oui, ça avait du sens en fait. Ça avait du sens, voilà. C'était pas, j'ai vu ce client, allez, je fonce. En fait, ce qui est intéressant, c'est en fait quand tu abordes un prospect, c'est de se dire pourquoi moi ? Pourquoi il devrait me choisir moi plutôt qu'un autre ? Ok, tu as des compétences en, encore une fois, graphisme, montage vidéo. Ok, c'est très bien. Il y a 10 000 freelances qui ont les mêmes compétences que toi. Peut-être pas forcément au même niveau, mais à peu près, il y en a beaucoup. Maintenant, c'est comment tu vas te démarquer. Qu'est-ce qu'il faut dire pour que ça fasse tilt en fait dans la tête de ton prospect, qui se dise ok, parmi tous les freelances avec qui j'ai discuté, je veux travailler avec cette personne parce qu'elle m'a dit que, je sais pas, elle était... je sais pas, elle a les mêmes valeurs que moi, du coup je préfère cette personne-là plutôt qu'une autre personne. Et déjà, comme tu dis, je pense que déjà, faut prendre du recul, faire un petit peu le bilan de ses valeurs. Donc, je sais pas, tu peux partager un peu quel type de valeurs on peut avoir. Qu'est-ce que c'est les valeurs en fait déjà ? Les valeurs, c'est vraiment notre fuel, c'est vraiment ce qui va nous définir, ce qui va nous permettre de voir le bien, le mal, de connecter avec une personne ou pas. Là, dans ce cas-là, si tu partages les mêmes valeurs avec ton prospect, ça va être plus facile de connecter avec lui. Et à l'inverse, si vous n'avez pas de valeurs en commune, ça va pas matcher, quoi. C'est comme dans un couple. Au premier date, tu te rends compte tout de suite si tu as les mêmes valeurs ou pas, quoi. Et si tu les as pas, ça peut pas le faire. Je sais pas, par exemple, Steve adore le rallye et moi je suis écolo. Là il y a un problème, ça marchera jamais, quoi. Et ça c'est hyper important de le savoir, d'en avoir conscience
pour pouvoir l'exprimer et ne pas s'enfermer dans une relation. Je parle pas du coup là de relation amoureuse, mais même de relation professionnelle où en fait ça ne matche pas et où tu pourras pas aller avancer dans la relation. Donc la valeur c'est ça et c'est pour ça que c'est hyper important. Je peux donner des exemples de valeurs, mais on pourra peut-être mettre en description un PDF avec une liste de valeurs. Des valeurs, il y en existe plus de 300. Ça peut être des plus banales, la gentillesse, le bonheur, l'amour. Ça peut être la rigueur, la bienveillance. Voilà, après des plus professionnels, la rigueur, la ponctualité. J'en ai pas d'autres qui me viennent comme ça, mais j'aurais dû sortir la liste. Mais voilà, il y a plus de 300 valeurs. On vous mettra un PDF juste en dessous pour vous donner une idée, pour vous permettre de le faire. Quand vous voyez la liste, le mieux, si vous pouvez, c'est de l'imprimer, de surligner toutes celles qui vous parlent. Il peut y en avoir vraiment beaucoup parce que la première fois qu'on le fait, ça peut être révélation. Beaucoup, Et par contre, essayez vous après de lister seulement 5 valeurs, de la plus importante à la moins importante. Et ça, c'est vraiment vos valeurs hautes et c'est vraiment ça, votre socle, votre base, votre pilier. Et j'aimerais juste du coup continuer par rapport à ce que tu disais avant. Qu'est-ce qui fait qu'un prospect va choisir tel ou tel freelance? Et finalement, la différence de ce que tu disais, c'est sur la personnalité de la personne. Ouais, exactement. Mais si toi déjà, tu n'arrives pas à savoir quelle est vraiment ta personnalité, qui tu es vraiment et qu'est-ce que tu as envie de dégager, bah en fait, ça ne matchera pas. En fait, je pense que déjà, la première chose à faire, c'est d'avoir un positionnement qui est clair. Donc, c'est-à-dire, j'aide cette personne ou j'aide ce genre de personne ou je suis spécialisé sur ce genre de format ou sur ce genre de médium, peu importe, pour cette typologie de personnes. On n'est pas obligé d'aller si loin dans le nichage, le nichage si je puis dire. On se positionne, après on apprend à créer une offre en fonction de la problématique de notre prospect. Donc je lui fais une offre sur mesure qui est irrésistible. Donc déjà, en étant positionné, en créant une offre irrésistible, on est déjà assez bien. Et en plus, si on met en avant notre personnalité, derrière, c'est beaucoup plus simple de trouver des clients qui nous ressemblent et avec qui ça va bien se passer. Parce que moi, j'ai eu plein de clients avec qui ça s'est très mal passé parce qu'on était complètement aux antipodes en termes de valeur. Alors ça s'est mal passé, ça s'est terminé, je veux dire, la mission, je l'ai livrée, mais voilà, on n'a pas continué parce que de son côté comme du mien, on n'était pas alignés et c'est ok. Moi, je préfère ne pas travailler avec ce genre de personnes qui ne me correspondent pas, plutôt que de bosser avec ces gens et que ça se passe pas bien et en fait, tu as mal au ventre pendant la mission, tu te sens mal. Donc, je pense qu'il y a aussi ça. Hein. Ouais, totalement. Et c'est ça qui fait la force pour moi de Clientology, tu me dis si je me trompe, mais en gros, les personnes, elles arrivent dans ta formation, finalement, elles ont déjà une certaine confiance en elles. C'est pas une formation, c'est un accompagnement. C'est pas pareil. Faut qu'on recommence là, quoi. Ok. Du coup, elles arrivent dans l'accompagnement, elles ont déjà une certaine confiance en elles sur leur partie métier, parce qu'elles se sont déjà formées. Et toi, tu arrives et tu leur apprends à créer l'offre irrésistible, tu leur apprends à aller chercher des clients. Et à l'intérieur, tu as la partie mindset qui finalement va te permettre de travailler sur ton estime de toi, de travailler sur toi-même, d'apprendre à te connaître, à savoir qui t'es vraiment et à aller mettre en avant cette personnalité dans tes appels, dans tes calls d'email ou quoi. Et donc, ça va du coup te permettre d'associer toutes les briques, de toutes les mettre ensemble pour réussir à avoir tes premiers clients. Tu vois, typiquement, il y a une personne là dans le programme qui a signé son premier client au bout de même pas un mois dans le programme. Parce qu'elle avait déjà des compétences à vendre. Et encore, tu vois, elle commence. Je veux dire, elle commence dans le copywriting. C'est pas comme si ça faisait 10 ans qu'elle faisait ça. Elle s'est formée il y a 3 mois. Mais par contre, elle avait un mindset de fou furieux. Elle avait peur de rien. Elle était déterminée. Elle dit, c'est pas grave, je prends la mission. Je sais pas faire, c'est pas grave, je vais y arriver en fait. Et à l'inverse, tu vois, de l'autre personne de qui on pense, elle a des super compétences, ça fait très longtemps qu'elle travaille, ça fait 2 ans je crois qu'elle est freelance, mais son mindset il n'est pas au point et du coup aujourd'hui elle galère à trouver des clients, on essaie de la faire monter en niveau de conscience sur son mindset, elle a compris qu'il fallait qu'elle travaille dessus, on travaille avec elle là-dessus, mais c'est encore difficile pour qu'elle passe ce plafond, tu vois, qu'elle casse ce plafond de verre. Donc tu peux être le freelance le plus compétent, mais si derrière ton mindset il n'est pas au point, ça va être compliqué de trouver des clients parce que justement, tu vas t'empêcher toi-même, tu vas t'auto-saboter d'aller chercher des clients. Alors que si tu as des bonnes compétences, mais tu commences, voilà, si ton mindset il est en béton, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en fait. Et ça, en fait, ça, ils le sentent, tu vois, aussi les prospects. Ah bah oui, parce que quand il y a quelqu'un qui a, moi je dis toujours en appel de vente, tiens-toi bien droit, arrive à l'heure, montre que tu sais, enfin c'est toi le professionnel en fait. Alors que quand tu es en appel, tu dis bonjour, oui, bah tu vois, tu sens tout de suite que la personne elle est pas. Donc tu lui fais moins confiance
Tu dis, oulala, si je lui file une mission, est-ce qu'elle va réussir à livrer un bon truc? Est-ce que je vais avoir un retour sur investissement? Alors que si tu vois que la personne, elle est hyper à l'aise, même si elle te fait de la merde, entre guillemets, au moins tu dis, putain, elle avait l'air bien. Alors que la personne, si elle est un peu toute recroquevillée sur elle-même, tu sens qu'elle n'a pas confiance, qu'elle a une mauvaise estime d'elle-même, bah c'est plus facile derrière pour le prospect de dire, écoute, tu as l'air un petit peu nouveau, tu proposes 3 000 € pour la mission, bah, moi je te propose 2 000, tu vois. Donc en fait, tu n'as pas le pricing power, il est aussi dans son… C'est un peu lui qui décide finalement, tu vois. Alors que si tu dis non, le prix, c'est comme ça, tu vois, il va sentir que c'est toi le boss en fait. Donc il y a une question aussi de perception, de valeur perçue qui est hyper importante à travailler grâce au mindset. Totalement. Et tu parlais aussi au début de peur du rejet, peur de l'abandon, tout ça. Ça, ce serait hyper vaste. Je pense que je peux pas vraiment rentrer dans le détail dans cet épisode de podcast parce que finalement, ça va venir challenger ta vie personnelle et ce qui s'est passé avant. Pourquoi est-ce que tu as cette peur de l'abandon? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Et en fait, il y a une roue qui existe. Ça va être ta pensée, ça va être ton émotion qui va se dégager, le comportement que tu vas avoir et ensuite Ah mince, je l'ai vu hier, je m'en rappelle plus. Bah je sais plus. Faut que je coupe. Non mais je vois ce que je veux dire. Non c'est bon. Ouais, en gros je vois, c'est une roue en fait qui définit un petit peu ce qui s'est passé. Et après ça peut être un cercle vicieux en fait. Ouais. Et par exemple ta pensée, ça va être la peur du rejet. Donc du coup ça va créer de la tristesse. Okay. Ton comportement, ça va être d'envoyer un mail à ton client en lui disant ok je suis prête à baisser le prix. Ouais. Et la quatrième je me rappelle. Et ça fait boule de neige en fait. Et en fait, mais oui, et en plus du coup vu que tu vas voir que c'est le résultat. Ouais. Le résultat, il va pas être ce que tu veux. Et donc, en fait, ça va faire plus 1 pour ta pensée négative. Ouais. Et hop, tu repars. Que si, du coup, dans un accompagnement de coaching ou même dans un espace comme Clientology où on va pouvoir faire des appels de groupe en coaching mindset, on va pouvoir venir chercher vraiment qu'est-ce que c'est la pensée négative et aller voir comment est-ce qu'on peut la transformer ou en tout cas, au moment de l'émotion, la laisser passer pour qu'elle redescende très vite et pour qu'on passe à autre chose. Mais pas aller jusqu'au comportement qui va faire que, allez, je vais dire à mon client, ok, on baisse le prix. Parce qu'il faut savoir qu'une émotion, quand t'es triste, quand t'es en colère, quand t'es stressé, si tu la prends, que tu l'accueilles et que tu la laisses passer, elle dure 5 secondes. Mais il faut que tu la laisses y aller, quoi. Faut que tu la fasses monter. Si ton émotion, c'est la tristesse, mets-toi devant Titanic, mets-toi de la musique triste et chiale un bon coup, on n'en parle plus, c'est fini. Et après, tu peux reprendre ta vie, mais t'as pas fait cette action que tu aurais regretté derrière avec ton résultat qui aurait été forcément négatif. Et ton émotion, elle passe. Et tu peux repartir calmement. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et c'est pour ça que je peux pas m'engager sur ce terrain là maintenant dans cette vidéo. Mais en tout cas, je serais très ok d'en parler avec des personnes en privé si jamais en commentaire ou sur Instagram ou quoi. Voilà. Non, je pense que c'est intéressant. Et moi, j'aime bien faire un truc, c'est de me dire au pire quoi. C'est une technique, c'est une petite technique de se dire je vais démarcher une personne, je vais déclencher une conversation avec cette personne. Et au pire, souvent les freelances ont peur du rejet. Donc ils ont peur que la personne en face dise non, je suis pas intéressé ou ne réponde pas. Et moi j'aime bien dire mais au pire quoi? Au pire elle répond pas et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas perdre ta jambe? Est-ce que tu vas mourir? Alors c'est extrême, on est d'accord, mais est-ce que tu vas devoir reprendre un CDI? Non en fait, je veux dire des prospects, il y en a des millions. Et si c'est pas lui, c'est un autre. C'est un petit peu comme on dit, un de perdu, 10 de retrouvé en fait, tu vois. Donc en fait, je pense aussi qu'il y a ça, c'est qu'en tant que freelance, on se rend pas compte comme le gâteau, il est énorme. On pense qu'il y a un nombre limité de prospects, je dis une bêtise, 100. Si je déclenche 50 conversations et que j'ai 50 noms, il m'en reste plus que 50. Et là, ça va être compliqué. Et du coup, en fait, on voit un petit peu descendre le nombre de prospects. Et donc, c'est pour ça qu'on se met une pression. On a peur d'être rejeté, on a peur du non, on a peur d'être vu comme un forceur. Mais en fait… il y a énormément de personnes. Je veux dire, chaque jour, il y a des nouveaux business qui se créent, chaque jour, il y en a qui ferment. Et en fait, ça se renouvelle continuellement. Et derrière, en fait, il faut juste le prendre comme un entraînement, se dire, OK, lui, il me dit non, c'est pas grave. Lui, il me dit non, c'est pas grave. C'est comme un petit peu, moi, je fais souvent des parallèles avec l'amour, le dating. Je sais pas, tu vas avoir une nana, tu discutes avec une nana, elle te dit qu'elle a un copain, pas de problème, c'est pas grave. Je vais voir, je rencontre une nana dans mon club, de badminton. Tu discutes avec elle, il y a un bon feeling, elle te dit écoute non, je suis pas intéressé, machin, j'ai pas envie de me mettre en groupe. Ok, pas de problème. En fait, tu vois, tu rencontres toujours des nouvelles personnes, tu rencontres toujours des nouveaux prospects et c'est ok en fait de pas signer ce client-là, tu signeras un prochain en fait. Et c'est juste de s'ouvrir l'esprit et de se dire au pire quoi. C'est pas grave en fait, c'est juste que ton ego va en prendre un coup
Mais au pire, quoi, tu vois? Au pire, quoi? Mais finalement, c'est un super exercice et c'est ça qui va te permettre de monter en compétence, de gagner en confiance en toi, parce que tu vas devenir expert un peu des appels de vente, de tout ça, et tu vas accepter plus facilement le non aussi. Forcément, plus on te dit non et plus c'est OK pour toi. Et le jour où tu auras un oui, bah, tu seras trop content et ça va te booster ton estime de toi aussi. Après, il faut pas que du coup, un non mine ton estime de toi, parce que c'est souvent ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler l'estime de soi, de travailler la connaissance de soi en amont pour ne pas te sentir mal quand tu te prends un non. Parce que du coup, je suis freelance, j'ai été freelance dans la rédaction d'articles. C'est hyper difficile de se prendre un non. Ça dépend pourquoi aussi. Ça dépend pourquoi et ça dépend où t'en es dans ton avancée. Moi, quand je te parle de ça, c'était au tout début de la rédaction d'articles. J'avais pas forcément travaillé mon mindset non plus à ce moment-là. Et c'était vraiment, vraiment très compliqué parce que t'as vraiment besoin de cet argent. T'as besoin, là, je te parle vraiment du côté financier. Tu remets en question tes compétences, tu remets en question tes capacités. Alors que finalement, bah, comme tu disais, c'est peut-être pas ça qui a péché. C'est peut-être plutôt ta posture, c'est peut-être plutôt ce que t'as dit. Et donc, c'est vraiment important de travailler tout ça, en parallèle et de pas se dire non mais c'est bon, j'ai les compétences, ça suffit, j'ai pas besoin de plus. Bah si, en fait, t'as vraiment besoin de plus. Tu vois, pour rebondir aussi là-dessus, en parlant de compétences, il y a un truc qui se passe, et j'en ai fait un article, un post LinkedIn, c'est il y a beaucoup de freelances qui n'arrivent pas à trouver de clients. 90% du temps, c'est à cause du mindset, mais eux pensent que c'est une question de compétences. C'est-à-dire qu'ils se disent, ok, aujourd'hui je fais du copywriting, exemple bateau, je suis freelance, j'arrive pas à trouver de clients en copywriting. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais me former au SEO. Je me forme au SEO, j'arrive pas à trouver de clients. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais me former au ghostwriting. Ok, je me forme au ghostwriting, j'arrive pas à avoir de clients. Bah, si je proposais aussi du montage vidéo. Et en fait, ils se forment sur la partie technique, compétence de l'artisan. On a deux casquettes en tant que freelance. La casquette artisan, donc quand on crée des choses pour nos clients, et la casquette commerciale, quand on va chercher des clients, quand on va trouver des clients. En fait, ils se focus sur la partie compétence, artisanat. Et en fait, le problème vient pas de là, en fait. C'est pas parce que tu n'as pas assez de compétences, c'est parce que tu n'as pas la compétence de trouver des clients. Et cette compétence de trouver des clients, tu l'acquiers en travaillant sur ton mindset, en travaillant sur comment tu vas aller chercher des clients, comment tu vas les trouver, qu'est-ce que tu leur dis, comment tu vas vendre. Ça, c'est des compétences bien plus profondes que juste monter en compétences en SEO. Tu vois, j'ai discuté avec une nana qui a failli rentrer dans Clientology. Et elle me disait qu'elle faisait du SEO, ça faisait 3 ans qu'elle faisait du SEO, ça se passait très bien. Et pareil, elle a perdu tous ses clients, pas tous ses clients, mais il en restait un, je crois. Donc elle était en galère, et elle ne savait pas comment retrouver des clients parce qu'elle n'a jamais appris à chasser. Et elle me dit, ah, mais je vais monter en compétence sur faire des cocons sémantiques, des machins, des trucs, on sait jamais et tout. Je dis, mais pourquoi tu veux faire ça en fait? Je lui dis, moi, je te force pas, hein, tu fais ce que tu veux, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est ce qui va te permettre de trouver des clients et de vivre de ton activité? Prends de la hauteur, encore une fois, regarde ce que tu es en train de dire et ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est ça qui va te permettre de trouver des clients? Déjà, forme-toi sur ton métier. Ok, maintenant c'est bon, c'est formé. Forme-toi sur comment je la développe commercialement, mon activité en fait. Et ça, c'est une question d'estime de soi aussi. De se dire, est-ce que je suis assez forte? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je sais faire ci, je sais faire ça? Donc c'est important de comprendre que l'estime de soi, c'est énormément ça joue énormément sur la vie d'un freelance. Et ça se travaille en fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas confiance en vous, enfin vous avez une mauvaise estime de vous, que ça ne va pas. Tu vois, il y a un truc qui dit, Alex Hormozy, donc entrepreneur américain, il dit si tu n'oses pas aller parler avec des clients, si tu n'oses pas échanger avec des clients, c'est peut-être pas forcément que tu n'oses pas, c'est peut-être que tu n'as pas assez de compétences. Et ça peut venir cette fois-ci de la confiance en soi. C'est que si tu es conscient que tu n'as pas assez de compétences, ben déjà, forme-toi à la limite sur ton sujet. Deviens une machine en montage vidéo, deviens une machine en graphisme. Et là, derrière, tu vas prendre confiance pour aller démarcher. Donc, il faut voir un petit peu, tu vois, les deux côtés de la pièce et se dire, qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Est-ce que je sais que j'ai des compétences à vendre? Oui. Est-ce que je suis capable d'apporter des résultats à mes clients? Oui. Donc, si ça c'est fait, super. Passe à l'étape d'après qui est comment je génère des clients. Commence pas à te dire, ok, je vais monter encore en compétences, ça. Pareil, je discutais avec une freelance, elle est assistante virtuelle, elle est monteuse vidéo, elle fait du truc, elle fait du copywriting, elle fait du machin. Le problème ne vient pas de tes compétences, le problème vient qu'aujourd'hui tu as une compétence, tu n'arrives pas à la monétiser. C'est parce que tu en as deux que tu vas mieux y arriver en fait, tu vois. Je peux. Après, il faut trouver finalement un équilibre en fait entre tout ça. Merci. Et il faut savoir aussi que
l'estime de soi, c'est le pilier principal. Et en fait, la confiance en soi, c'est un pilier de l'estime de soi, avec l'amour de soi et l'affirmation de soi. Et donc, c'est vraiment travailler tous ces piliers qui vont faire que tu auras une bonne estime de toi. Donc ça, c'est hyper important aussi de comprendre que la confiance en soi, c'est un pilier de l'estime de soi. Donc, plus tu as une bonne confiance en toi, meilleure ton estime de toi sera aussi, tu vois. Donc, c'est hyper important. Et puis, tu vois, il y a... Enfin, moi, j'aime bien dire que avant d'arriver à quelque chose, il faut prendre au moins 10 portes. 10 portes, c'est 10 échecs. Mais quand je te dis un échec, c'est un non, en fait. Juste un non d'un prospect qui dit « bah non, j'ai pas besoin de toi », c'est un échec. Mais au moins te dire « plus vite je vais chercher l'échec, plus vite derrière je vais pouvoir trouver le succès ». Je sais pas, tu es dans une pièce comme ça, il y a 10 portes et il y en a qu'une qui mène dehors. Bah, tu ouvres la première, bah, c'est pas ça. Bah, c'est pas grave, tu fais quoi? T'arrêtes, tu fais plus rien, je sais pas. Non, tu ouvres la deuxième, ok, non, c'est peut-être pas celle-là, bah, peut-être celle-là. Boum, au bout de la 10e, je peux sortir. Bah, c'est pareil, tu vois, on n'est pas, hyper fort, non, ça se travaille. Regarde, je fais des parallèles encore une fois, mais Cristiano Ronaldo, il est pas né extrêmement fort, il a travaillé très dur, alors que Messi, lui, ça a été un don, il était très fort. Donc il a travaillé, et après avoir travaillé autant, il est devenu fort. Et c'est la même chose, tu dois prendre des portes, pour derrière ouvrir la bonne porte en fait. Oui, puis c'est un peu comme un film d'action. Le héros, avant d'arriver à son but final, il a 1000 péripéties, plus farfelues les unes que les autres, pour arriver finalement à sauver la princesse à la fin du film, quoi. Mais ouais. Après, j'avais fait une conférence, donc c'était plus pour les femmes et tout, mais sur les 5 étapes pour gagner en confiance en soi. Est-ce que tu veux que j'essaye de la mixer au freelance? Du coup, les 5 étapes pour gagner en confiance en soi, la première étape, ce serait de définir sa vision long terme et son pourquoi. Donc, où est-ce que vous voulez être dans 5-10 ans? Donc là, on va vraiment parler sur le plan plutôt professionnel. Combien est-ce que vous aimeriez avoir de clients? Combien est-ce que vous aimeriez générer en termes de revenus? Quel serait votre type de client que vous aimeriez avoir? Qu'est-ce que ce serait ces traits de caractère, ces valeurs? Essayez vraiment d'être hyper précis et de rentrer dans le détail de tout ça, de votre vision à 5-10 ans même. N'hésitez pas là-dessus. Est-ce que vous aurez une agence? Est-ce que votre business il aura évolué? Comment est-ce qu'aujourd'hui, à l'instant T, vous voyez les choses dans 10 ans? Et pourquoi est-ce que vous voulez atteindre votre vision? Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est votre motivation finalement et c'est ça qui va vous permettre dans les moments de down de pouvoir vous dire allez, je sais pourquoi je le fais, c'est pour ça, let's go quoi. Donc ça, c'est la première étape. Tu me dis si non, tu veux c'est hyper intéressant, ouais. Non, continue, c'est okay. Cool. Ouais. La deuxième étape, du coup, on en a déjà parlé un petit peu avant, ça va être vraiment de déterminer tes valeurs. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que c'est ton fuel? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ou non certaines choses? Qu'est-ce qui fait que tu connectes ou non avec certaines personnes? De vraiment définir ces 5 valeurs principales, tes valeurs hautes. Toutes les autres valeurs de la liste, elles sont hyper importantes aussi, mais ce sera plutôt tes valeurs basses qui sont là toujours dans ta vie un peu, mais tes valeurs hautes, c'est vraiment elles qui drivent ton quotidien et qui te permettent d'aller atteindre ta vision et ton pourquoi. Donc là, on sait où on va, on sait avec quoi on y va, mais comment est-ce qu'on y va? Comment est-ce qu'on y va? Ça va être l'étape numéro 3, de te donner des objectifs. Te fixer des objectifs, ça va vraiment te permettre finalement de kiffer le process, de savoir comment est-ce que tu vas aller atteindre ta vision et d'avancer pas à pas. Moi, j'aime énormément utiliser un truc hyper bateau, mais c'est la méthode SMART. Parce que ça te permet d'avoir des objectifs qui sont hyper clairs, hyper précis et qui vont te permettre d'avoir une vision 360 en fait de ce que tu dois faire. Donc pour rappel, le S c'est spécifique, donc il faut qu'il soit précis, qu'en un coup d'œil on sache ce que c'est. Le M c'est mesurable, il faut qu'il y ait une quantité ou en tout cas un chiffre. Ouais, un chiffre pour pouvoir le définir, le mesurer. Le A normalement je crois que c'est atteignable, mais vu qu'il y a le réalisable après, je trouve que c'est très... Mais ça se ressemble beaucoup, donc j'ai transformé le A en aligné avec ses valeurs. En quoi cet objectif va venir nourrir tes valeurs hautes. Donc là, tu mets en parallèle tes 5 valeurs hautes, ton objectif, et est-ce que ça nourrit celui-ci, celle-ci, pour voir si vraiment c'est quelque chose qui va te stimuler, en fait, qui va te nourrir. Sinon, tu vas pas avancer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, et qui va vraiment te driver. Ensuite, le R, c'est réalisable. Donc, par exemple, si tu me dis dans 2 semaines, je veux avoir 50 clients, ben, je suis désolée, mais c'est pas réaliste, en fait, c'est pas réalisable, ça fonctionnera pas. Quel cancre. Et le T, ça va être temporel.
temporel, il faut qu'il y ait une deadline. Parce que si tu te laisses toute la vie pour réaliser ton objectif, je doute que tu le réalises. On dit souvent que on est plus efficace quand il y a une deadline qui est hyper courte parce que tu es dans le stress, tu as ton palpitant qui est à fond et tout. Puis même tous tes efforts sont concentrés sur cette date, donc tu es beaucoup plus efficace aussi. Ouais. C'est comme quand tu dis je vais nettoyer ma maison en une journée, ben non, si tu dis que tu le fais en 2 heures, t'inquiète pas que tu vas le faire en 2 heures, tu vas mettre beaucoup plus d'intensité dans le travail en fait. Ouais. Donc temporel, on se met une deadline. Ensuite, l'étape numéro 4, ça va être d'éliminer ces croyances limitantes. Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui et qui t'empêche d'aller atteindre ton objectif? Ça, c'est un énorme travail aussi. Et je pense que c'est un développement personnel qui est hyper intéressant du point de vue personnel, parce qu'en tant que freelance, on a besoin de se développer professionnellement, mais du coup, personnellement aussi, tu vas en retirer énormément, et de faire cet exercice de noter tes fausses croyances. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, d'après toi, de ne pas y arriver? J'ai peur de déranger. Je n'ose pas déclencher des conversations avec mes potentiels clients. J'ai peur d'être vu comme un forceur. Tout ça, écrivez-le, je pense. Et du coup, après, au moins, tu vas le conscientiser et ça va te permettre de travailler dessus, en fait. Ouais, totalement. Donc vraiment, de noter au maximum ça. Parfois, une croyance, elle peut être ancrée en toi depuis tellement d'années que finalement, tu la verras pas. Et c'est là aussi que le travail avec un coach peut être intéressant parce que lui, il va les titiller et il va pouvoir mettre en avant la croyance. Mais tu peux déjà noter celles que tu vois. Et l'idée, ça va être de les remplacer par d'autres croyances qui vont être plus positives et qui vont venir t'entraîner dans ton projet. Et donc, ce que tu peux faire, tu m'écris ta croyance et en face, tu écris la croyance plus positive que tu dois mettre en place. Et cette croyance, finalement, cette nouvelle croyance, ça peut devenir ton affirmation positive que tu te répètes tous les jours pour vraiment venir l'ancrer en toi. Il faut vraiment que tu prennes le temps de la ressentir et que tu l'imprègnes et qu'elle fasse vraiment sens pour toi, que tu vois que c'est possible et que c'est réaliste. T'as un exemple ? J'ai un exemple. Là, tu viens de dire une croyance. J'ai pas envie de déranger. J'ai peur de déranger. Et ça peut être la nouvelle croyance. J'ai des compétences qui vont lui permettre d'obtenir des résultats. Ok. Tu vois ? Ouais. Finalement, tu vas pas déranger parce que tu as quelque chose qui va lui apporter des résultats. Tu sais, il y a un ancien marketeur américain des années, je sais plus, je dis un bêtise, peut-être 70, il a dit, c'est un ancien copywriter, il me semble que c'est Jay Abraham, il a dit, je suis pas sûr en fait, il me semble mais je suis pas certain, si ton produit, si ton produit ou ton service a la capacité de changer le business de ton client, c'est dans ton devoir de lui rappeler le plus souvent possible que tu peux l'aider en fait. Ouais. Et tu as raison, c'est hyper intéressant de te dire, je sais que je peux l'aider, il faut que je lui dise, putain, c'est pas je lui sauve la vie, mais je lui dis, putain, tu sais que si je t'aide, ta vie, elle va être complètement différente en fait. C'est comme, je sais pas, quelqu'un de notre famille qui est hyper, en dépression ou quoi, je peux t'aider, parle-moi en fait. Qu'est-ce qui va pas? Comment je peux t'aider? Viens, on prend rendez-vous, viens, on va marcher ensemble, je peux t'aider. C'est la même chose. Eh j'avais vu une énergéticienne qui m'avait dit un truc un peu comme ça, en mode aujourd'hui tu as envie de développer certaines choses, aujourd'hui j'ai envie de développer une chaîne YouTube, j'ai envie de partager des choses avec des femmes avec qui ça pourrait connecter, mais mine de rien, s'afficher sur YouTube c'est quand même un énorme pas, donc c'est difficile et j'osais pas le faire. Je crois que t'es où là? Oui, mais du coup c'est bon, c'est passé, c'était il y a longtemps l'énergéticienne. Et elle m'a dit mais en fait c'est ton devoir de faire ça. Parce qu'en faisant ces vidéos, tu vas montrer à plein de femmes que c'est possible, que on peut avoir confiance en soi, qu'on peut inspirer d'autres personnes. Et elle m'a dit, en fait, c'est ton devoir de faire ces choses-là. C'est ton devoir de faire ce que tu as envie de faire parce que finalement, ça va inspirer d'autres personnes, ça va motiver d'autres personnes et ça va leur permettre peut-être de changer leur vie. Donc, c'est hyper fort et c'est hyper important et c'est pareil dans votre business. Vous avez des compétences, ne serait-ce que 20% de plus que votre client. Ouais. Et c'est votre devoir d'aller lui parler, de lui montrer, de lui dire que vous pouvez le faire. Après, il l'entend, il l'entend pas. Mais vous aurez fait la démarche et c'est ça le plus important. Et souvent, on pense aussi, j'ai pas assez de compétences pour aider mon client. Comme tu dis, c'est 20%, ça suffit. En fait, le client, il attend pas en travaillant avec vous, ça révolutionne son business du jour au lendemain. C'est-à-dire que juste si vous lui apportez un plus dans son business, il va avoir un ROI, il va être content. Il ne s'attend pas, vous faites une page de vente, vous êtes copywriter, il ne s'attend pas à faire 2 millions d'euros en 2 semaines en fait. Non, c'est si juste vous lui apportez un retour sur investissement de x2, x3, déjà
c'est bien en fait. Vous facturez une page de vente 2 000 €. Si vous lui faites un ROI de 3, je sais pas, bah voilà, vous lui l'aidez à générer 6, 7, 8, 9, 10 000 €, ou même juste 5 en fait, qui voit en fait que ça fonctionne, qui voit que il peut compter sur vous et que derrière ça peut marcher. Et si vous n'osez pas aller le démarcher, encore une fois, c'est soit une question d'estime de vous, soit une question que vous n'êtes pas assez confiant dans vos compétences, donc il faut travailler sur vos compétences. Ouais. Excuse-moi, j'ai divergé un peu. Ouais, c'est pas grave. Vas-y. Et du coup, je vais clôturer avec l'étape numéro 5. Et l'étape numéro 5, c'est la plus importante. C'est elle qui va faire la différence entre vous et les personnes qui ont laissé tomber et qui sont plus là aujourd'hui. Ça va être de passer à l'action, d'agir. On a tout notre plan là. On sait où on va, on sait comment on y va, on sait avec nos valeurs, avec quelles valeurs on y va. On a des pensées hyper positives grâce à nos nouvelles croyances. Et maintenant, il faut agir, il faut passer à l'action. Pour ça, je vous conseille de faire une énorme liste par objectif de toutes les actions que vous allez devoir mettre en place et de commencer par la plus petite, la plus insignifiante soit-elle pour vous montrer que déjà vous êtes capable de le faire parce que vous allez la réaliser haut la main cette action et ensuite d'y aller progressivement. Il y a énormément de coachs en développement personnel qui vous disent il faut sortir de votre zone de confort. Je suis d'accord, vous allez le faire progressivement, mais vous n'avez pas besoin de faire des pas énormes tous les jours parce que de une, ça va vous épuiser. De deux, si vous vous foirez, ça va faire chuter votre estime de vous. Donc ça ne sert à rien. Commencez par les plus petites actions et allez-y pas à pas pour petit à petit sortir de votre zone de confort. Mais en fait, vous vous en rendrez même pas compte parce que vous aurez fait des petites étapes avant tellement insignifiantes qui vous auront conduit à cette plus grosse étape que vous n'aurez pas l'impression de sortir de votre zone de confort, que vous aurez juste l'impression de passer à l'étape suivante. Donc c'est hyper important de les classer, je pense vraiment de la plus facile à la plus difficile pour vous et aussi de vous féliciter à chaque palier. Alors je dis pas à chaque action parce que si on fait des micro-actions, vous n'avez pas fini de vous féliciter, mais pour booster votre estime de vous et pour vous montrer que vous êtes capable de le faire, que vous allez y arriver et que vous êtes en chemin en fait. Déjà vous mettez tout en place, vous avez regardé cette vidéo jusque là, merci. Donc c'est vraiment que vous êtes motivé et déterminé à le faire. Donc passer à l'action, c'est vraiment ça qui fera la différence une fois que vous en êtes arrivé à cette étape parce qu'il y en a plein qui vont abandonner ici, mais voilà. Ouais, hyper intéressant. D'une manière un petit peu plus pragmatique, moi j'aime bien quand les choses sont pragmatiques. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'ose pas, quand on n'a pas trop confiance en soi? Je te partage mon ressenti. Après, je te propose qu'on termine cette vidéo là-dessus, qu'on fasse un petit récap. Moi, je pense que déjà, si vous n'osez pas faire quelque chose, demandez-vous pourquoi je n'ose pas le faire. Est-ce que j'ai peur que mon ego soit blessé? Enfin, en prenne un coup. Est-ce que c'est une question de regard des autres? Mais finalement, encore une fois, si on dézoome, 99% du temps, c'est une question d'ego. Et si je mettais mon ego de côté, il y a un livre de Ryan Holiday qui dit, le titre c'est l'ennemi c'est l'ego. Très souvent, c'est l'ego. Essayez de mettre votre ego de côté et vraiment, ça sera beaucoup plus simple. Prenez-le, essayez de le voir. Prenez votre ego, vous le posez là, vous fermez la porte, vous le mettez dans une autre pièce et vous allez discuter avec vos potentiels clients. Et juste en mettant votre ego de côté, c'est beaucoup plus simple derrière de se dire, au pire, je prends une porte, c'est pas grave en fait. Mon ego, je l'ai pas en fait, j'ai plus d'ego, il est dans l'autre pièce. Donc, on s'en fout, c'est pas grave. On essaye, on fait des choses, ça marche pas. Au pire, ça va marcher. On va se planter 10 fois, la 11e fois, ça va marcher. Mais pour arriver à la 11e étape, à la 11e marche, il faut monter l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, jusqu'à l'étape 11, parce que sinon, on ne peut pas y arriver du premier coup en fait. Il faut échouer avant d'y arriver. Ouais. Ça te parle? Ouais. Okay. Moi, je dirais que si aujourd'hui tu veux vivre du freelancing, si c'est vraiment ce que tu veux faire, tu sais ce qu'il y a à faire, on a tout énuméré, maintenant tu as juste à passer à l'action. Ok, on se fait un petit récap. Première chose à faire, connaître ses valeurs. Ouais. Connaître ses valeurs pour derrière… Se connaître soi en fait, se connaître soi, quelle est ma personnalité, qu'est-ce que je peux apporter de plus. Vraiment gros travail d'introspection finalement et de savoir qui on est vraiment. Première chose. Deuxième chose, prendre de la hauteur en fait sur pourquoi je n'ose pas faire pourquoi je ressens ce que je ressens. Ouais. Prendre du recul sur ses émotions, sur la petite roue aussi qu'on a dit, ça peut être intéressant d'observer, j'ai eu tel comportement. Pourquoi est-ce que j'ai eu ce comportement? Qu'est-ce qui a été l'émotion avant? Qu'est-ce qui a été la pensée? Et quel a été le résultat? Je pense que cette roue, c'est un truc à garder pour prendre du recul sur ses émotions, sur son ressenti. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Est-ce que ça serait pas mon ego? Est-ce que c'est pas… est-ce que je ne pense pas que le gâteau, encore une fois, il est trop petit? Donc, si je rate cette personne, est-ce que j'ai pas peur que derrière, il n'y a plus assez de prospects pour moi? Tu vois, c'est aussi d'ouvrir un petit peu ces chakras, si je puis dire, et de se dire, il y a de la place, en fait, il y a énormément de personnes.
et je vais y arriver en fait. Donc ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses, ouais. Après, reprendre les 5 étapes là qu'on a énumérées à la fin. Et moi j'ai envie de conclure sur le fait que... Ah vas-y. Et après tu conclus si tu veux, mais du coup c'est toujours sur ça. Au pire quoi, la technique du au pire quoi, ok, la personne me dit non, bah au pire quoi. Au pire quoi, enfin je trouve que c'est bête mais ça fonctionne en fait. Carrément. Et pour conclure? Bah je sais plus du coup. Ok, je t'ai coupé la chic. Ok, super. Voilà, en tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et si vous voulez vous abonner à Alexandra, je mettrai aussi son lien Instagram dans la description. Et on vous mettra aussi quelques petits PDF je pense que j'ai un PDF des 5 étapes et tout, avec les valeurs incluses à l'intérieur. Comme ça vous permettra déjà de travailler personnellement là-dessus et voilà. Trop cool. À plus. Ciao. Ciao.